Alors nous allons appeler maintenant le docteur Alain Serrier qui va nous présenter le risque antalgique et la crise des opioïdes. Alain Serrier qui est anesthésiste, qui a déjà participé plusieurs fois à nos séances et qui va nous parler d'un sujet qui est important pour les chirurgiens, puisqu'on a vu dans les deux communications précédentes, on a parlé des problèmes de douleur aussi. Donc la transition est toute faite. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, merci. Perpétuel, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler d'une actualité particulièrement riche actuellement qui concerne une catégorie de médicaments qui est tout à fait particulière, que tout le monde connaît et qui a démarré bien avant avril 2017, puisque c'est en 2015 où aux États-Unis on a observé une surconsommation des antidouleurs avec une véritable crise de santé publique, puisque c'était un tiers de surdosage d'opiacés qui entraînait les décès imputables directement. C'est plus que les accidents de la route, c'est plus que les accidents par arme à feu. Et c'est en 15 ans, les chiffres de prescription et de vente ont été multipliés par 4. On a observé ensuite, en août 2017, une actualité criante. C'est devenu une urgence nationale aux États-Unis. 90 Américains meurent chaque jour d'une overdose d'opiacés, 60 000 décès pour une population de 312 millions. Alors on se dit c'est pas grand-chose, mais en termes de communication, c'est quand même beaucoup. Et si on compare ça à la population d'un Airbus, les passagers d'un Airbus, c'est un Airbus 380 qui s'écrase tous les 3 jours. Là, sur le plan de la communication, ça devient insupportable. Alors les autorités américaines ont pris différentes mesures. La première, c'est l'intensification sur les médecins prescripteurs. C'est poursuivre les industries pharmaceutiques et le laboratoire Purdue, dont la filiale Mundipharma présente en France a été condamnée à verser plusieurs centaines de millions de dollars et les poursuites continuent. Et le président Trump aux États-Unis a demandé au gouverneur de reprendre la règle de prescription des 7 jours, ce qui a été fait dans certains États des États-Unis. Alors qu'en est-il vraiment ? Donc pour faire cette présentation, je me suis plongé dans l'Institute of Medicine et j'ai trouvé des chiffres. J'ai trouvé des chiffres sur 10 millions de personnes prenant des opioïdes. Et là, on ne sait pas trop si c'est aigu, chronique, si c'est au long cours, si c'est pour quelle pathologie, c'est pas très bien expliqué. Mais en tout cas, on observe que c'est 1,3% qui passe à une utilisation à long terme après la première prescription. 2,12 à 3 ans, 3,7 à 6 ans, 5,3 9 ans après. Donc on voit là qu'il n'y a pas vraiment d'abus ni d'overdose. Il y a des overdoses, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment une crise de santé publique ? En tout cas, ça a entraîné des répercussions avec des conséquences d'un soulagement insatisfaisant pour certains patients, avec une recherche légitime de soins et d'abus d'autres substances, et on le voit par la suite principalement de cannabis et d'héroïne. Alors, quelles sont aussi les répercussions et les effets collatéraux ? Premièrement, pour les douleurs intenses, il y a eu des propositions d'utiliser non pas des antalgiques forts, mais des antalgiques faibles, c'est-à-dire les niveaux 2 de l'OMS que nous connaissons. Et en faisant l'étude de la littérature, on voit que finalement, c'est ce que je vais montrer par la suite, ces niveaux 2 ont un potentiel addictif quasi identique au niveau 3 et sont parfois moins efficaces. Ensuite, de nombreux médecins aux États-Unis ont réduit ou arrêté leur prescription pour les douleurs chroniques. Ensuite, ça a été arrêté brutalement. Il y a eu des syndromes de sevrage avec des hospitalisations pour sevrage. Et puis certains, comme je l'ai dit tout à l'instant, ont basculé sur le diacétylmorphine, le 2 groupes acétyl sur la molécule pentacyclique de morphine pour l'héroïne ou le cannabis. La réponse des laboratoires a été de dire finalement, on va faire une oxycodone qui soit résistante du point de vue physique à l'écrasement et qui ne pourra pas être utilisée par les toxicomanes. Effectivement, ça a été le cas, mais ça a induit un passage à l'héroïne beaucoup plus, en grand nombre, beaucoup plus que la mesure qui a été prise et qui était une mesure évidemment pour diminuer cette consommation. Alors quels sont les produits aux États-Unis qui sont incriminés ? On peut voir qu'en premier lieu, c'est l'oxycodone. Vous voyez là que c'est 93 décès imputables directement sur 100 000 Américains. Et la morphine arrive ici, c'est 18 décès pour 100 000 Américains. Donc on peut voir qu'il y a une décroissance exponentielle. Oui, exponentielle on peut dire dans l'autre sens, avec l'oxycodone qui est en première ligne. Quelle est la situation en Europe et en France ?
En Europe et en France, on peut voir que ce sont les pays, l'Estonie, la Suède, tous les pays donc d'Europe du Nord, la Norvège, l'Irlande et le Royaume-Uni, où il y a le plus d'imputations directes de décès par usage et abus. En France, c'est 200 000 personnes qui sont dépendantes des opiacés, ce qui représente, avec la population actuelle, 0,3%. Et le nombre de décès par an n'est pas de 200, parce que ces chiffres sont ceux de 2017, j'ai des chiffres plus récents, ils sont de 207. C'est pas très loin. Qu'en est-il dans le reste du monde? On peut voir que globalement, la consommation des opiacés a doublé de 2001 à 2013. Mais c'est quand même réservé à un certain nombre de régions. Et on peut voir que l'Afrique, qu'elle soit l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est, que l'Asie du Sud-Est, eh bien, il n'y a pas ou très peu d'utilisation. Ce qui, et nous l'avons publié dans le fossé mondial de la douleur, déséquilibre entre le Nord et le Sud, il y a un accès encore plus réservé au Sud. Je reviens de faire des cours à Mostaganem il y a 10 jours, et mes collègues algériens me disaient la crise des opiacés aux États-Unis, on ne veut pas que ça arrive chez nous, et on va donc restreindre encore plus la prescription d'opiacés, y compris en post-opératoire. Donc là, il y a vraiment un déséquilibre entre le Nord et entre le Sud. Alors j'ai repris de février 2019 l'état des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes pour avoir des réponses à différentes questions. Premièrement, où est-ce que nous en sommes en France? Quels sont les produits utilisés? Dans quelle indication? Est-ce qu'il y a un potentiel addictif inférieur pour le niveau 2 par rapport au niveau 3? Et qu'est-ce qui se passe si l'on veut dépister une addiction avant le traitement et en cours de traitement? Nous arrivons en 4e position antalgique après le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Mais pour les opioïdes forts, on est en dernière position en Europe avec l'Italie. Alors quels sont les antidouleurs qui sont consommés en France? 78% ce sont des non-opioïdes, 20% les niveaux d'opioïdes faibles et 10 fois moins, 2% les opioïdes forts. Ça veut dire qu'en 2015, il y a 17%, donc 10 millions de Français qui ont reçu un antalgique opioïde sur prescription. Si on regarde dans le détail ce qu'il en est, c'est le tramadol qui est l'antalgique opioïde le plus consommé, et l'oxycodone, donc pour les niveaux 2, et l'oxycodone pour les niveaux 3. Quelles sont les indications? La douleur aiguë, 70%, tout à fait légitime. Le cancer, 9%, j'étais un peu surpris de ce pourcentage. Le diabète, les troubles psychiatriques, et puis mes usages. On observe donc une augmentation de 16% des opioïdes. Alors on dit, en termes journalistiques, évidemment, ça marque les esprits. On a augmenté de 104% les opioïdes forts. Mais on est passé en 2004 à 0,54% de prescription de la totalité des médicaments antalgiques, à 2017 à 1,1% de la prescription totale des médicaments antalgiques. Évidemment, ça fait 100%, mais c'est en termes en valeur absolue, on est loin du compte. Les opioïdes faibles ont diminué de 10%. Et on peut voir donc une augmentation des opioïdes forts d'une façon générale, je ne parle pas donc des 104%, et puis une diminution donc qui va être... et surtout, c'est la majorité fait suite à une consommation, à une prescription, une consultation d'un médecin généraliste. Alors on peut voir sur le haut de cette diapositive et donc sur le côté gauche, voilà la totalité des médicaments antidouleurs, anti-inflammatoires, paracétamol, etc. et opioïdes. On peut voir ici donc les non-opioïdes et on peut voir ici les opioïdes qui diminuent au fil des années pour arriver à 17,5% en 2017. Si on prend maintenant et on analyse cette courbe, on a les opioïdes forts et les opioïdes faibles. Les opioïdes forts passent de 0,5% en 2004 à 1,1%, 100%, plus 100% d'augmentation. Qu'en est-il dans ces opioïdes forts? C'est principalement l'oxycodone qui augmente considérablement et qui arrive à ce niveau-là, alors que le taux de morphine n'a quasiment pas bougé en plus de 10 ans. Quant aux opioïdes faibles, voilà, de 19 à 17%, diminution en plus de 10 ans de la consommation et de la prescription des opioïdes faibles, avec la disparition du dextropropoxyphène, donc le diantalgique, et puis l'augmentation en puissance de la codéine et du tramadol. Est-ce que, sur le plan de la prescription, le fait de prescrire du tramadol, c'est plus sécuritaire? Je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant ça, je voudrais vous montrer les enquêtes qui sont les enquêtes donc officielles. Les décès, c'est l'enquête DTA et DRAM, décès toxiques par antalgiques. Donc ça, ce sont des patients. Pour 10 millions de patients, il y a 207 décès, c'est-à-dire, c'est ici, là, il y a 175
d'augmentation, mais 207 sur plus de 60 millions d'habitants, 62 millions pour 10 millions de prescriptions. Là, ce sont les décès en relation avec l'abus médicamenteux, donc on parle là plus facilement donc des toxicomanes, et là c'est 300 à 500 décès pour 200 000, voire 300 000 usagers de ces substances. C'est vraiment donc une différence considérable. Alors, la revue Prescrire, qui ne peut pas être taxée donc d'amitié, je dirais, entre guillemets, avec l'industrie pharmaceutique, eh bien, conclut que les opioïdes faibles n'exposent pas à moins d'effets indésirables que la morphine. Le tramadol et la codéine ont des interactions pharmaceutiques. Et la conclusion, c'est que pour une efficacité moindre que la morphine, les opioïdes faibles eh bien, ont à peu près le même potentiel, le même risque addictif. C'est donc un aspect sécuritaire qui n'est pas bon. Un an plus tard, 2016, la Société américaine de pédiatrie, l'Académie américaine de pédiatrie et la HAS, c'était un peu donc quelque chose de fort, codéine, time to say no. Et là, c'est dire que bien la codéine ne doit plus être utilisée, elle est interdite en France avant 9 ans, pour les enfants avant 9 ans. Un an plus tard, 2017, eh bien, différents pays, l'Irlande du Nord, l'Australie, tout ça revient à la même conclusion qui est reprise par un certain nombre donc, de sociétés savantes. 2019, quelle est la molécule qui est impliquée dans les décès directs parentalgiques? Et là, c'est un peu une surprise de voir que ce n'est pas la codéine, ce n'est pas la morphine, c'est principalement le tramadol. Le tramadol est responsable de la moitié des décès en France, ça c'est en France, décès toxiques parentalgiques en 2017. Le tramadol est responsable de la moitié des décès imputables directement. Et donc, si on cumule le tramadol et la codéine, ça veut donc dire qu'il y a 2 décès sur 3 qui sont entraînés par des opioïdes faibles, niveau 2, et pas par les niveaux 3. Et là, ça vient renforcer un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 études, alors c'est le cancer, mais il y a des études actuellement qui sont en train de se faire en post-opératoire, qui concluent à la même chose, c'est que la morphine à faible dose, eh bien c'est ce qu'il faut utiliser plutôt que des fortes doses de niveau 2. Ça n'est pas sécuritaire, et on voit bien que le changement de traitement par manque d'efficacité, c'est principalement avec les opioïdes faibles, et que les morphines à faible dose, eh bien sur le critère principal, réduction d'au moins 20% d'intensité de la douleur, ou réduction cliniquement significative, c'est nettement significatif avec la morphine à faible dose. Soulagement plus rapide, tolérance comparable, impact positif sur le bien-être du patient. Conclusion, morphine à faible dose et pas niveau 2. Et c'est la conclusion que reportent ces 4 sociétés françaises qui disent exactement la même chose que ce que je viens de vous proposer. Voilà. Alors après, il y a quand même, ça ne veut pas dire, si on a un potentiel addictif, qu'il y a une contre-indication à une prescription de ces produits-là. Comment aider le prescripteur? Comment détecter un potentiel addictif? Est-ce que nous avons des éléments prédictifs? Oui. L'âge jeune, le sexe masculin, maladies psychiatriques, problèmes légaux, mésusage, addiction à l'alcool, tabagisme, consommation, tout ça est un peu livresque, mais est-ce qu'on a un outil qui permet d'aller plus loin? Oui, en pratique, ce que je dois faire, c'est avant de prescrire, dépister le risque addictif, et là nous avons un outil, et en cours de prescription, eh bien dépister un mésusage, une déviation de la prescription. L'opioïde risk tool, ce sont des propositions qui ont été adoptées par l'Agence nationale de sécurité du médicament. J'ai porté ces recommandations au nom de l'Académie de médecine au niveau de l'Agence nationale pour le cannabis qui va être expérimenté à partir de janvier dans 30 établissements et 30 centres en France. Et il y aura obligation de dépister par cet outil les potentiels addictifs avant la prescription. Vous pouvez voir que quand un score est supérieur à 8, il y a un risque élevé. En fait, il y a des antécédents familiaux, des antécédents personnels. Ce sont principalement les antécédents personnels, puisqu'il y a le potentiel, la cotation, va de 3 à 5. Donc c'est ça qui va emporter la décision. Et il y a aussi l'âge, les abus sexuels, la maladie psychologique, etc. En cours de prescription, comment est-ce que je peux dépister une déviation de cette prescription? C'est le POMI, qui est un autre questionnaire de dépistage. C'est est-ce que je prends plus de médicaments, plus souvent les médicaments? Est-ce qu'il y a un renouvellement du traitement plus tôt que prévu? Est-ce qu'il y a un besoin de se sentir euphorique ou bien? Est-ce qu'il y a un autre médicament antalgique qui est pris? Et est-ce que bien, je consulte plusieurs médecins? Et là, ça permet de dépister donc, les différents potentiels. Alors, j'ai une pointe d'humour, c'est une revue du New England Journal of Medicine, c'est l'épidémie d'overdose aux opiacés aux États-Unis.
L'avantage très paradoxal, c'est l'augmentation du nombre d'organes disponibles pour les greffes. J'ai trouvé ça assez intéressant. Donc j'ai essayé d'aller plus loin, j'ai utilisé cette revue et j'ai mis c'est en évidence que les donneurs décédés d'une overdose aux États-Unis sont 59 en 2000, 1029 en 2016. Et il n'y a pas de différence significative dans la survie à 1 an sur 2360 receveurs, quel que soit, et c'est ce qui m'a surpris, quel que soit le décès, la cause du décès. Un AVC, un traumatisme crânien, une blessure par balle, asphyxie ou noyade, ce qui est référencé dans cette revue de la littérature. Ça m'a beaucoup surpris, je vais vous dire. Et j'ai essayé de voir ce qui se passait en Europe. Et dans les centres de greffe de 8 pays européens, eh bien, on a des donneurs décédés d'overdose. Ils étaient 1500 en 2000, ils sont 1400 en 2016. Il n'y a pas d'augmentation de ce côté-là. Alors que suggèrent les auteurs? Plutôt que d'augmenter le taux de donneurs morts ou vivants, d'inclure des donneurs âgés, des personnes infectées par le VIH, c'est aller très loin quand même, et des donneurs décédés d'arrêt cardiaque. Je terminerai par aussi une mise en question de cette échelle de l'OMS auquel j'ai participé il y a 20 ans. Nous étions 3 Français, 3 Italiens, etc., et 3 pour chaque pays d'Europe. Nous avons proposé cet outil niveau 1, niveau 2, niveau 3 qui est très didactique, qui n'est plus, je pense, qui n'est plus pertinente parce que, bien, on vient de voir que les niveaux 3 les niveaux 2 sont parfois plus addictifs et il faut préférer des niveaux 3. Et donc, il y a Beaulieu et Lucier qui ont proposé une autre échelle qui est sur la partie gauche. Pour conclure, je dirais que, d'après ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de crise opioïde en France. Et c'est Nicolas Autier, qui est le président de l'Observatoire français des médicaments antalgiques, qui a été créé donc l'année dernière, justement pour apporter une réponse, pour savoir quelles sont les populations, quelle est la pertinence des traitements, quels sont les produits incriminés, et il conclut en France, il n'existe pas à ce jour de crise d'opioïdes d'ampleur similaire à celle observée aux États-Unis. Il y a une centaine de décès, certes, mais sans faire de comparaison, on peut dire qu'on a une autre crise. L'alcool tue près de 50 000 personnes chaque année, 400 fois plus que les opioïdes antalgiques, et que notre crise, c'est 5 fois plus mortelle que la crise américaine des opioïdes, c'est probablement la crise de l'alcool. Mais là, la différence de traitement médiatique et d'intervention publique est sans aucune mesure commune. Je vous remercie de votre attention. Alors, avez-vous des questions à poser à un Serrier sur ce sujet? Philippe? J'étais très intéressé parce que je lis régulièrement dans les journaux le procès qui oppose actuellement des collectivités territoriales aux États-Unis et les grands laboratoires. Ça donne le vertige en termes de compensation financière. Pour revenir dans la vraie vie, nous sommes confrontés tous les jours à une lutte avec nos anesthésistes concernant la prescription essentiellement de la codéine. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons les coups de téléphone quand les malades sont constipés, quand les malades ne sont pas bien, et en particulier pour ceux qui font de la chirurgie ambulatoire. Je voudrais vous poser 2 questions. La première, est-ce que la prescription de morphine à faible dose pourrait s'opposer à la prise en charge en ambulatoire? Et la deuxième, pour nous chirurgiens qui ne sommes pas pharmacologues, et pour ceux qui pratiquent cet art depuis très nombreuses années, nous avions, avec le dextropropoxyphène, un antalgique qui était très intéressant et qui ne donnait pas beaucoup de problèmes à notre connaissance. Et est-ce que la conclusion de votre topo ne serait pas de conclure à la réhabilitation de ce médicament, même si on nous a raconté que les gens du Nord se suicidaient avec, ce qui n'était pas le cas dans notre pays? Est-ce qu'il ne faudrait pas réhabiliter le diantalvic? Je suis tout à fait d'accord sur les différents points que vous avez abordés. Je pense que la morphine peut être tout à fait prescrite en ambulatoire sans aucun problème à petite dose. Je parle de petite dose. La codéine, 13% de la population caucasienne ne métabolise pas la codéine. Et donc, l'efficacité de la codéine, c'est son métabolisme en morphine, en molécules pentacycliques. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la codéine en tant que telle qui n'agit pas. Donc, il y a 13% de la population pour lesquelles il n'y a pas d'efficacité antalgique. Par contre, le ralentissement du transit, il est pour la totalité de la population qui en prend. Donc je pense que ça n'est pas un bon produit. Par contre, le diantalvic était un bon produit. Je me suis exprimé
j'ai fait une rubrique dans le journal Le Monde au moment où ça a été supprimé. Et c'est la communauté de Schengen où 6 États membres de la communauté demandent l'interdiction de la codéine, dextropropoxyphène, et c'est valable pour l'ensemble des pays de la communauté. Or, 85% en Europe de la prescription dextropropoxyphène, c'était la France. Ce n'était pas les autres pays européens. Et je pense que supprimer un médicament ne diminue pas les taux de suicide. Il y a différentes façons de mettre fin à ces jours, et ce n'est pas forcément l'arrêt du diantalvic qui a diminué les suicides dans les pays du nord de l'Europe. Certainement pas. Et je pense que c'est un bon produit. Nous avons été confrontés dans les centres de la douleur à un problème de patients âgés qui prenaient ces produits-là pour des poussées arthrosiques, des maladies ostéo-articulaires depuis des dizaines d'années, qui ont été démunis. Ils ont stocké d'abord. Ensuite, les petits-fils et les petits-enfants ont été sur Internet pour se ravoir donc ces produits-là, et on ne sait pas quelle est la traçabilité, si c'est vraiment le principe actif, etc. Ça a posé d'énormes problèmes. Et pour répondre simplement à votre question, je suis tout à fait pour réintroduire la réintroduction du diantalvic comme antalgique. On va faire une association alors. On va faire un club. Est-ce que j'avais une question un peu dans le même sens. De plus en plus, la chirurgie se fait en ambulatoire, de plus en plus, les durées moyennes de séjour diminuent, de plus en plus, les praticiens, et à l'Académie de médecine, il y a un groupe de travail qui est en train de travailler là-dessus, il se pose le problème des prescriptions à la sortie automatisées, sans que ni l'anesthésiste ni le chirurgien, à la limite, soit tout à fait au courant, puisqu'il y a des ordonnances c'est comme ça, moi, quand j'ai été opéré sur le plan orthopédique, on m'a donné du tramadol. Pendant 48 heures, j'ai eu des hallucinations et que j'avais aucune douleur. Bon. Et donc, je veux dire, est-ce que les opioïdes de niveau 2 ne sont pas devenus plus dangereux parce qu'ils sont prescrits n'importe comment et sans que ceux qui les prescrivent, en fait, ne contrôlent quoi que ce soit? Oui, je crois que je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est prescrit en disant je ne veux pas prendre de risque, je ne prescris pas un niveau 3, donc je donne un niveau 2. Mais on voit que les risques, ils sont quasiment identiques sur l'addiction, et les effets secondaires, comme vous venez de le dire, ils peuvent être parfois extrêmement dérangeants à la première prise. Donc je pense que vraiment c'est une fausse sécurité. Ouais. Ah oui. Et alors, ce qui est curieux, et par rapport à votre questionnement, aussi votre question, c'est curieux parce que les patients nous disent je ne veux pas de médicaments, docteur, donnez-moi du cannabis. Alors j'ai ça, un patient sur 3 dans un centre de la douleur me demande du cannabis. Donc c'est un peu curieux tout de même. Et on ne parle plus de tramadol ni de codéine. La puissance des médias. Il y avait une question. Oui, Bernard Launois, et puis j'ai vu quelqu'un par là. Oui, je voulais parler d'un antalgique qui est très courant, qui est utilisé couramment par tout le monde, et on n'y fait pas tellement attention, c'est le paracétamol. Et le paracétamol, à l'heure actuelle, est utilisé l'argamanu. Je pense que beaucoup de malades l'utilisent sans faire tellement attention. Alors, bien sûr, on n'est pas en Angleterre, ou en Angleterre, on se suicide au paracétamol. On fait les hépatites fulminantes au paracétamol. Mais quand même, quand on en prend comme n'importe quel médicament, en pensant que c'est anodin, c'est très dangereux pour la fonction hépatique. Et là, il y a un véritable problème. Or, je ne crois pas que les médecins insistent sur le côté... ce côté-là, sur le retentissement sur la fonction hépatique, et ce retentissement peut être très grave et peut être gênant même pour la prescription d'autres médicaments. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le paracétamol n'a pas pour le patient une réputation d'effet indésirable ou dangereuse. On en prend pendant des années, des dizaines d'années, même si on a pas mal, pour prévenir la douleur, au cas où. Et ça, c'est l'éducation du patient, et on doit s'inscrire, on doit avoir une action tout à fait le bon usage du médicament, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Dans chaque pharmacie de chaque famille, il y avait de l'oxycodone. On a mal au crâne, on prend un oxycodone. La douleur n'est plus tolérable. Quel que soit le niveau de douleur, on prend un oxycodone pour une douleur de niveau 2 ou niveau 3. C'est ce qui est en train de se passer en France avec le paracétamol. Je suis tout à fait... Marc Coquin.
Quelle place voyez-vous au Nefopam en post-opératoire? Le Nefopam, si vous voulez, le Nefopam, je vais peut-être être un peu, je vais peut-être un peu provocateur dans ma réponse. Je dis que c'est pallié au déficit du nombre d'anesthésistes. Je veux dire par là, vous m'avez compris, les anesthésistes ne prennent plus en charge la douleur post-opératoire de façon intensive, et l'accupant, on risque rien. Il n'y a pas de dépression respiratoire, sur le foie il n'y a pas d'hépatotoxicité, il n'y a pas de diminution de la vigilance, donc l'accupant qui n'a aucune AMM par la bouche et péros. Normalement c'est en injectable, et c'est prescrit sur un sucre par la bouche. L'accupant était au démarrage proposé en traumatologie et dans les rallyes automobiles quand il y avait des problèmes d'accident, et c'était dans les SAMU et les services de secours où l'accupant, comme il n'y a pas de dépression respiratoire, était à privilégier en intraveineux, en intramusculaire, etc. Alors là, c'est une facilité, effectivement, on a peu d'effets secondaires, et c'est un produit qui est un niveau, il est situé dans les niveaux 1 parce qu'il a une action périphérique, mais c'est un produit qui est tout à fait efficace. Qu'en dire de plus? Non, mais c'est une bonne alternative. Vous Félicien. Pouvez nous donner votre avis sur le débat qui occupe beaucoup les médias actuellement et la société sur le cannabis thérapeutique? Oui. Alors, le débat, il explose largement quand on parle du cannabis récréatif. Il n'est actuellement que sur le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique doit être réservé à un certain nombre de patients pour lesquels nous sommes en échec. J'ai des patients sans service de médecine de la douleur pour lesquels je suis en échec. J'ai tout essayé, y compris les méthodes non pharmacologiques, ça va de la méditation pleine conscience à l'hypnose, et on ouvre les crânes sous hypnose, on fait de la neurochirurgie éveillée dans le service où je suis, donc voilà. Et ces méthodes sont tout à fait à privilégier, mais quand on est en échec de tout, y compris de perfusion de kétamine, de perfusion tricyclique, de stimulation cantonale postérieure, de stimulation du cortex prémoteur avec des pacemakers neurologiques, ce que nous faisons, il n'est pas illogique, pour ne pas avoir de perte de chance, de proposer du cannabis à ces patients. Maintenant, je ne veux pas le prescrire, il y en a deux, c'est le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, le marinol et le sativex, qui ont tous les deux l'AMM, mais la mésentente sur le prix du médicament par la commission du médicament ne sont pas entendus, donc nous ne l'avons pas, mais il est partout en Europe. Je pense qu'il est licite de le proposer dans les cas qui ont été listés. Le cancer, la fin de vie, les maladies neurologiques, la sclérose en plaques, et donc les grands syndromes douloureux, syndrome thalamique ou syndrome... voilà. Là, je pense que ça va être fait comme ça à partir donc, de janvier-février, dans 30 centres, mais il y aura le dépistage, premièrement, par l'opioïde Risk-Tool et le POMI, en cours de traitement, avec une évaluation psychologique et psychiatrique obligatoire, et accompagnement par un centre donc, de maladies dégénératives ou par un centre de la douleur, et un accompagnement donc, au long cours. C'est une expérience qui va durer à peu près 3 ans, d'après je crois savoir. Par contre, nous ne savons pas à l'heure actuelle s'il sera proposé sous forme liquide, sous forme de poudre, ou il ne sera pas fumé en tout cas, ça on est sûr, ça c'est sûr, mais sous forme de comprimé ou sous forme liquide, on ne sait pas. Alors, dernière question, Raymond Polo. Et une petite remarque, j'ai notion, je me rappelle de 2 cas semblables. La douleur en post-opératoire, notamment chez les personnes âgées, permet de les maintenir vigilants. Et on a des cas où la morphine est souvent relativement efficace, ils s'endorment et il y a des cas de régurgitation, poumon blanc et ils décèdent comme ça. Donc il est sûr que de supprimer complètement la douleur, il faut se méfier parce que l'assoupissement qui se produit à ce moment-là nous met face à ce risque-là de régurgitation et d'inondation trachéale avec un décès à chaque fois. Voilà. Oui, je dirais que... La douleur n'est pas toujours nocive finalement, elle rend service. La douleur signal d'alarme, c'est la protection de l'espèce humaine, mais elle est alerte, elle va nous aider. Maintenant qu'elle se perpétue, ça fait le lit de la chronicisation et ça va induire la baisse des seuils de perception au niveau de la glande dorsale de la moelle épinière et on fait le lit de la chronicisation. Mais pour répondre à votre question, je dirais que le but, c'est pas douleur zéro. C'est pas ça le but. C'est d'avoir un confort, mais pas zéro. Merci beaucoup, et en tout cas...
communication passionnante.